Et bienvenue dans ce webinaire consacré à la cybersécurité qui s'inscrit dans un cycle de conférences. Aujourd'hui, un sujet spécifique, les escroqueries financières. On l'a vu, elles se sont multipliées depuis, depuis quelques années et notamment depuis le confinement. On voit bien que l'usage des outils numériques provoque un basculement de faits délictueux vers le numérique et vers les escroqueries financières. Vous êtes en contact avec des gens qui l'ont subi, vous l'avez vu aux informations, ça peut tous vous toucher. La question, c'est pas est-ce que je vais être attaqué, la question, c'est quand. Maintenant, ce qu'on vous propose dans ce webinaire consacré aux cyber escroqueries financières, c'est que trois spécialistes puissent vous apporter déjà une connaissance sur la vulnérabilité, les menaces qui existent, et puis des solutions à apporter à votre organisation pour éviter d'être vous-même victime d'une escroquerie financière. Et au cas où vous seriez victime, que faire? Nous allons donc accueillir aujourd'hui Olivier Pouchard, qui est enquêteur cybercriminalité à la section de recherche de Caen, qui se présenteront chacun et chacune après. Corinne Marbach, déléguée à l'information stratégique et à la sécurité économique pour la Normandie. Et Raphaël Lecoq, expert judiciaire investigation numérique. Ce webinaire se fait donc en partenariat avec les services de l'État. Et je vais laisser notre premier invité se présenter dès à présent. Bien, merci. Bonjour à tous, je suis donc l'adjudant-chef Pouchard, je suis enquêteur à la section en chef de camp au groupe cybercriminalité. Mon service a pour charge l'analyse des scellés et la prise en compte des procédures liées à l'activité, que ce soit des particuliers ou des entreprises, pour tout ce qui va être escroquerie et autres problèmes liés à Internet. Mon but aujourd'hui est de vous présenter les méthodes d'attaque qui ont été recensées au niveau des différents types d'escroqueries. Vous présenter comment elles se déroulent afin que vous puissiez mieux les contrer, puisque les dernières études, peu importe les organismes, nous sommes entre 50 à 60% des tentatives d'escroquerie qui sont déjouées uniquement par un facteur humain. Donc, afin de bien vous convaincre, vous avez les rapports ici du rapport IC3, qui est le rapport du FBI. L'Amérique est quand même très bien située pour collationner les données au niveau mondial sur ce qui se passe sur Internet. Et comme vous pouvez le voir, hein, que ce soit au niveau des plaintes, la ligne du haut, ou en bas, les pertes financières, le phénomène le phénomène du préjudice lié à Internet par l'intermédiaire des escroqueries et autres infractions est en constante explosion, et ce n'est pas demain que ça s'arrêtera. Ce qui est intéressant, ça défile plus. Ce qui est intéressant, c'est la première colonne à gauche. Comme vous pouvez voir, le phishing reste le vecteur d'attaque d'introduction pour tous ces types d'escroqueries le plus utilisé. Et ce qui est gênant à mon niveau, c'est que c'est toujours celui qui est le plus ancien. Ça fait plus de quasiment 13 ans qu'on sensibilise tout le monde pour expliquer le phishing, et c'est toujours cette méthode-là qui est utilisée au plus. Vous avez le but, c'est quand même le paiement, hein, les extorsions, qui sont en très nette augmentation on va vous le présenter, pour des domaines ciblés. Il faut savoir que la France, je vous ai présenté bien sûr les rapports mondiaux qui concernent un peu tous les pays, et on peut voir que la France est quand même le 7e pays le plus touché au monde. Donc, il est à la hauteur de la puissance que nous sommes. Le ciblage des victimes, un tiers visait les entreprises, et un tiers des entreprises sur un territoire subit au moins 5 tentatives de fraude en 2019. Et un quart ont eu une fraude avérée, ou le préjudice, nous sommes plus sur une tentative. Le préjudice subi est quand même, pour les grosses structures, supérieur à 10 000 euros, et 10% des entreprises ont un préjudice qui est supérieur à 100 000 euros, ce qui est très loin d'être anodin. Dans mon activité personnelle au niveau du groupe, j'ai déjà connu des entreprises qui ont dû fermer boutique après un faux ordre de virement, ou avec une escroquerie au président qui est passée et sur lequel toutes les liquidités de la boîte étaient parties. Oui. 7e pays touché, donc là, c'est de manière absolue, c'est-à-dire que ce n'est pas en relatif. On est touché à la hauteur du rang qu'on a au niveau économique mondial. Est-ce qu'il y a une spécificité française, ou est-ce que simplement ça reflète le poids économique de la France? Le but des escroqueries étant avant tout de faire de l'argent, il est directement relié à notre rang économique. Il y a la puissance financière en France, nous avons des grands groupes, nous avons de l'argent, nous avons des filiales qui ont de l'argent, et à partir de là, les escrocs vont vouloir venir chercher l'argent là où il est. Et nous en avons.
L'usurpation d'identité reste la technique qui est privilégiée par les fraudeurs et quasiment, vous allez le voir dans toutes les techniques d'escroquerie que je vais vous présenter, à chaque fois, vous allez avoir une tentative d'usurpation d'identité, qu'elle soit totale ou partielle, d'un acteur qui aura été décelé par du social engineering. Ce qui m'amène, oui, non. Ce qui m'amène à vous présenter le schéma un petit peu directeur de cette intervention, c'est que pour toutes les escroqueries, l'utilisateur sera le maillon faible. C'est toujours celui-là qui va être visé. Vous allez voir, après, je vais vous parler de certaines escroqueries qui font appel à une manipulation qui va être purement technique, avec des équipes qui vont d'abord attaquer votre réseau. Mais même avec ce méthode-là, très souvent, vous aurez à un moment donné une action de l'utilisateur. Donc, pour l'utilisateur, c'est quand même un problème parce que lui, l'informatique, c'est ce qu'on lui demande d'utiliser, des fois sous la contrainte pour certains, pour certains anciens, ou même des plus jeunes un peu réfractaires ou qui n'auront pas été suivis un peu l'évolution de la société. Et à partir de là, on lui demande de l'utiliser en sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas son problème puisque lui doit travailler avec, et non pas être chargé de la sécurité. Et donc, à partir de là, les escrocs l'ont identifié comme maillon faible et c'est par ce biais-là qu'ils vont tenter de s'introduire. Là, quasiment toutes les arnaques financières ont pour base un petit peu ce qu'on appelle dans le jargon, c'est du social engineering, c'est de l'ingénierie sociale, c'est le regroupement d'informations de tout ce qui va être donné officiellement ou qui va avoir fuité par des maladresses. Donc, en gros, la plupart des escrocs vont baser déjà une recherche en source ouverte ou sur la documentation qui est donnée dans les salons, sur les documents qui sont laissés par les prestataires sur Internet ou autre, sur les dirigeants de la société, les informations personnelles, quels sont les comptes mail, qu'est-ce qu'on va pouvoir les attaquer, les types de réseaux sociaux que l'entreprise va utiliser, les emplois du temps, des fois, sont présents. Ça peut même aller jusqu'à des contacts téléphoniques pour savoir si une personne au niveau de la comptabilité est présente ou pas. Sur LinkedIn, on va pouvoir savoir si elle est ancienne, si c'est une jeune, si c'est une personne qui pourrait être influençable ou pas. Tous les moyens sont bons pour le social engineering pour faire du ciblage et ça va être toutes les données que vous allez laisser en accès libre au niveau des salons, des publications ou même de vos prestataires. Très couramment, les informations peuvent être demandées par mail. Tout simplement, comment ça se concrétise? Est-ce qu'on sait qu'il y a telle personne dans le service comptable? On va vouloir la viser. On va demander à l'accueil par un contact téléphonique ou un autre tiers si elle est présente ou on va envoyer un mail et on aura le mail d'absence. Les infections des postes informatiques se font donc par une pièce jointe, une pièce jointe infectée, c'est le schéma classique. Plus rarement, mais c'est possible aussi, on a déjà eu des cas par les clés USB qui vont être offertes, qui vont être envoyées. Et bien sûr, et très souvent, la non-sécurisation, la non-mise à jour des postes informatiques est révélée, est fréquent, puisque très souvent, en entreprise, on cherche à installer des mises à jour dites sécurisées, dites vérifiées, avant de les déployer dès qu'elles sont à disposition. Lors de la dernière séquence consacrée à la cybersécurité, Jean-François Van der Planck, donc délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI pour la région Normandie, nous a fait un certain nombre de préconisations concernant l'ouverture de pièces jointes, des clés USB et surtout la mise à jour du matériel. Alors, la mise à jour du matériel, ça paraît évident pour chacun. C'est une des principales failles qu'on peut très, très facilement bloquer. Donc, Jean-François nous a fait une longue présentation là-dessus. D'accord. Le phishing, à quoi ça correspond? Vous le savez tous, mais vu que c'est toujours ce qui est utilisé, je vais quand même prendre le temps de vous le redonner. C'est une usurpation de site sur Internet. On va vous donner un lien dans un mail avec une adresse qui va être la bonne, et cependant, ça va vous envoyer vers un faux site, vers un autre site sur lequel il va y avoir une faute d'orthographe ou carrément un nom différent. C'est très facilement déjoué. Vous mettez le curseur de la souris sur le lien et vous verrez en bas une fenêtre qui vous affichera un nom qui est différent de celui qui est affiché. C'est toujours cette manop-là, c'est en fin de compte sur le nombre. On en voit longtemps, on en voit souvent, et un jour ou l'autre, la personne est un peu moins réveillée un matin, ça finit par passer. Donc, c'est un mail avec un caractère officiel qui a un lien qui correspond à ce que vous attendiez, et on va vous demander, bien entendu, des données confidentielles à l'issue. C'est très facilement pareil, il suffit juste de jamais cliquer dans le lien dans l'email. Si vous devez éventuellement donner ou contacter quelqu'un ou un service, vous le faites soit à partir de tiers que vous avez préenregistrés dans votre
dans votre préenregistré dans les contacts, ou alors vous prenez le temps d'aller chercher sur un moteur de recherche classique le lien officiel et vous prenez celui-là et non pas celui qu'on vous donne dans le mail. C'est assez basique. Sur les attaques financières par email, elles vont être grosso modo de deux types. Soit vous avez une adresse existante qui va être un petit peu détournée, il y a une fuite de renseignements sur un dirigeant, soit c'est à partir du compte mail original. Là, la prévention peut être efficace. Cependant, on a eu des cas et elle est très dure à contrer une fois qu'elle est mise en place. Donc, avec un nom de domaine différent, c'est ce qu'on appelle, on va usurper l'identité. On va vous donner, en contact, vous verrez l'adresse normale. Et cependant, quand vous allez dans le détail, vous verrez qu'elle a été détournée, qu'elle renvoie vers un autre nom de domaine. Donc, c'est derrière l'arobase et le nom de domaine est différent. À la place de renvoyer vers masociété.com, ça renverra vers messociétés.com, par exemple. Et le site aura été créé par l'escroc. Donc ça, il suffit tout simplement de de jamais utiliser le forward, le répondre à, mais toujours d'aller chercher dans la liste de contacts la réponse. Alors ça, oui, sur le papier, on va tous être d'accord. Je pense que dans la pratique qu'on a du mail, tous dans la pièce, on met toujours répondre, transférer. Enfin, je veux dire, moi, jamais quand je reçois un mail, je prends le soin de remodifier et de reprendre dans ma base contact le mail de la personne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, je suis d'accord avec vous, hein, objectivement, c'est ce qu'il faut faire. Dans votre pratique quotidienne, vous faites ça? Alors, moi, oui, je le fais. Je m'y astreins, mais j'ai parfaitement conscience que c'est un petit peu compliqué. Ou alors, il suffira éventuellement, dans le forward, d'aller vérifier, pareil, avec le curseur de la souris, si vous avez le nom qui s'affiche, qui est mis, vous verrez que l'adresse email de renvoi sera mise et vous verrez que l'adresse email de renvoi comporte une erreur par rapport à celle qui est prévue à l'origine. Et là, d'entrée de jeu, vous savez qu'il y a une différence. Il existe en même temps des sécurités qui peuvent être mises au niveau informatique où on peut, en quelque sorte, blacklister tous les noms de domaine qui ne sont pas ceux attendus. Maintenant, ça a le défaut, à partir de là, de supprimer du courrier qu'on pourrait attendre. Donc, le plus simple, c'est de faire un clic droit sur l'adresse, parce qu'effectivement, il y a un nom d'expéditeur, on n'a jamais l'adresse, on a un nom, et de vérifier l'adresse. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qui est le plus simple. Plutôt que d'aller chercher dans son carnet de contact. Il y aura une différence. Il y aura une différence qui ne sera pas celle officielle. Dans le contenu de mail, très souvent, vous trouverez des critères qui vont vous mettre en alerte. Il y aura toujours une notion d'urgence. L'opération doit être secrète. Ça, il table beaucoup là-dessus au niveau du personnel comptable, notamment quand ils sont jeunes. Elle doit en parler à personne. Il y a une question de valorisation. Et puis, passe de la valorisation à la pression. Ils n'hésitent pas à contacter par téléphone et à menacer de renvoi. Et c'est comme ça que, par exemple, pour les faux ordres de virement ou les escroqueries au président, ça finit par partir. Quel type de mail? Qu'est-ce qui est écrit dans ce mail quand on le reçoit? Parce que moi, je suis dans un service financier. Je reçois un mail. Qu'est-ce qui est Alors, écrit? pour les escroqueries au faux président, systématiquement, ça va être nous devons réaliser une OPA, donc une opération d'achat en urgence. Personne n'est dans la boucle, ça doit rester confidentiel. Il y a un risque de fuite, on risque de perdre le marché. Donc, vous devez envoyer tel argent tout de suite à tel endroit. Le compte n'est pas référencé puisque c'est un circuit inhabituel, etc. Et ils mettent en sécurité jusqu'à mettre en lien le cabinet d'avocats présent cité en dessous et dans la confidence, et vous pouvez le contacter lui. Et ce cabinet d'avocats n'existe pas, bien entendu, le site a été créé uniquement pour ça. Bon, l'escroquerie au faux président est en très nette diminution maintenant. Les nouvelles arnaques sont plus basées sur les remplacements de RIB. Sur les remplacements de RIB. Un des autres problèmes qui existe, c'est lorsque le compte mail a été accédé, c'est en gros la personne, le pirate a trouvé le mot de passe et il va rester en écoute passive sur la boîte mail du compte mail qui est visé. Donc en général, c'est les cas où on a eu, c'est celle directement du PDG de l'entreprise. Et donc là, tout ce que le PDG va recevoir, répondre, ils vont être au courant. Et des fois, ils vont s'introduire dans la boucle et demander un virement supplémentaire sur une banque qui va être basée à l'étranger, sur laquelle on n'aura pas de retour de fonds possible. Une question d'un des participants. Est-ce que le protocole démarque peut être utile et comment? Alors, je ne connais pas le protocole des marques. Celui-là, je ne le connais pas. Ce que je vous propose, c'est ce qu'on va faire. On va creuser la question. Je me renseignerai s'il faut. On vous enverra ces questions qui sont très spécifiques Oui. pour qu'on puisse apporter des réponses. Donc, continuez à poser des questions, même si on ne peut pas vous y répondre immédiatement. Bien évidemment, on va creuser la question.
Je ne vais pas m'attarder sur le ransomware parce que je sais qu'il y a déjà eu une sensibilisation là-dessus. Juste le ransomware va être envoyé pareil par l'intermédiaire d'un phishing. Et c'est en cliquant sur ce lien qu'on va rapatrier le fameux ransomware à partir d'un site distant. Donc là encore, il faut faire attention avec le phishing. Une des évolutions qui fait très mal actuellement, c'est le changement de RIB. Ils vont être au courant encore par social engineering que des sociétés sont en prestation avec d'autres. Ils vont s'introduire, ils vont envoyer un mail pour changer le RIB. Ils vont jusqu'à faire des contacts téléphoniques. Et là, et en général, systématiquement, l'envoi des fonds va être mis avec une banque intermédiaire européenne. Dans la demi-heure ou dans les heures qui suivent, c'est renvoyé directement sur une banque à l'étranger qui n'aura pas d'accord de coopération pour retrouver les fonds. C'est-à-dire que concrètement, moi, je sais que votre entreprise commerce avec une autre entreprise, votre entreprise X commerce avec une entreprise Y. J'envoie au nom de l'entreprise Y à l'entreprise X un RIB en disant j'ai changé de RIB, c'est ça? C'est ça. Et ce qui fait que le service comptable n'effectue plus ses virements vers la première entreprise, mais vers le faussaire. C'est ça, tout à fait. Ils sont par social engineering, ils savent qui travaille avec qui. Ils arrivent à le savoir ou en avoir une idée. Ils connaissent le nom officiel des sociétés et ils vont envoyer un mail au nom de la dite société, mais avec une redirection. Là encore, si vous faites le fameux répondra, vous verrez qu'il y a une différence dans les adresses mail à un moment donné. Et c'est là où vous pouvez en quelque sorte déceler l'introduction. Donc, changement de RIB immédiatement, ça doit être un warning. Si je reçois un mail où on me dit on change de RIB, immédiatement, je dois vérifier l'adresse mail, voire téléphoner à l'entreprise? Nous, on conseille de mettre en place un protocole pour qu'aucun RIB ne puisse être changé sans avoir eu une confirmation physique du tiers de confiance, du prestataire. Ça, c'est une escroquerie, ce qu'on appelle l'escroquerie à la commande. Ça a eu lieu sur la région. C'est un escroc va cibler une entreprise dont l'enseigne commerciale est différente de la domination au tribunal de commerce. Grosso modo, vous avez une petite entité qui va être visée. On sait que son dénomination commerciale existe, mais l'enseigne commerciale, le site internet n'existe pas ou il est peu utilisé. Et l'escroc va utiliser son numéro TVA européen. Il achète un nom de domaine qui répond à son nom commercial. Et à partir de là, il va contacter et envoyer faire des commandes. Et c'est assez problématique parce qu'en fait, quand il y a des organismes COFAS qui valident les commandes, même eux se font gruger puisque les renseignements à prime abord sont bons. C'est-à-dire le site internet correspond bien à l'adresse commerciale, le numéro de VAT est bon, mais cependant, en fait, il s'agit d'une usurpation puisqu'il s'agit d'un trou qui existe puisque le détenteur officiel du registre de commerce n'a pas utilisé son site. L'escroc, lui, va le créer et l'utiliser au nom de l'autre. Ça crée des difficultés parce que la personne perdant l'accréditation COFAS, à la fin, ne peut plus commander. Donc là, nous avons quand même de sacrés problèmes au niveau administratif à faire lever là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour éviter de tomber dans le piège? Verrouiller son site. Moi, je conseille, même si on n'est pas bon en informatique, de créer un site au minimum, même si on ne permet pas la commande ou la gestion, juste d'information. Et à partir de là, ça permettra de vérifier le bon site et ça obligera l'escroc à en créer un autre sur un autre domaine. Voilà. Et surtout de signaler dès que vous êtes contacté pour des commandes que vous n'avez pas effectuées, vérifier comment la commande a eu lieu si elle n'a pas été utilisée par un site qui justement usurpe votre identité. Qu'est-ce que la COFAS, on me demande? Alors la COFAS est un organisme qui valide qui en quelque sorte certifie les bons payeurs pour les commandes à l'étranger. Genre, par exemple, vous êtes une société en France et vous allez commander, dans le cas présent, des pneus auprès d'une société polonaise. Et très souvent, la société polonaise va demander une autorisation de validation de bons payeurs. C'est ce qu'on appelle une COFAS, c'est un organisme qui certifie. Là, peut-être que Corinne pourra donner un peu plus de détails là-dessus. Et en quelque sorte, vous êtes noté. Le commercial est noté. Le cyber-squatting et typo-squatting, ça rejoint un petit peu la même chose. C'est en quelque sorte, on sait que vous avez un site Internet. L'escroc va créer le même site Internet, mais avec une faute d'orthographe. Vous voyez, vous avez des exemples là sur la gauche. Vous détenez, vous, le site exemple.com, c'est votre site, c'est celui que vous utilisez, c'est celui qui est confiant. Et on va créer on va rajouter un S, ou alors à la place de .com, on va créer le même nom, mais en .org. On va faire ce qu'on appelle soit du cyber squatting, on va utiliser votre espace, ou on va changer typo squatting, on change une des lettres.
L'entité usurpée ne subit pas de préjudice direct, mais en fait, elle a une perte de notoriété, puisque les autres prestataires qui vont s'être fait avoir vont garder que c'est l'exemple qui s'est fait avoir, que ce soit en .com ou en .org. Et très souvent, pareil, encore une fois, auprès de la COFAS, il y a une décote auprès des assurances. Donc, quand je crée un site, je suis une entreprise, donc j'essaye d'acheter avec .com, .org, enfin non, .com, .fr, etc. Mais je ne peux pas me prémunir contre ça. C'est-à-dire que je ne vais pas créer un site Orange, par exemple, .fr, avec un S, avec un E. Non, non, non. Alors, Qu'est-ce qu'on peut faire les concrètement? grosses sociétés, certaines très, très grosses sociétés pensent à ça, elles le font. C'est-à-dire, elles vont jusqu'à acheter d'éventuels noms de domaine qui sont en nom équivalent ou pour contrer des fois des fautes de frappe. Le plus important là-dedans, si ça se produit, si vous en êtes victime, déjà, c'est de déposer plainte et bien sûr d'informer tous les prestataires, tous vos prestataires de l'usurpation en cours. Et éventuellement, surtout sensibiliser votre point d'accueil si elle est contactée sur ce type d'action, de bien signaler qu'il ne s'agit pas du bon site, que ce n'est pas le vôtre, c'est-à-dire de rendre public. Nous, on a même conseillé dans un cas où ça s'est produit, à ce que la personne, l'entité visée, écrive directement sur Facebook qu'une escroquerie en cours existait avec un site qui s'appelait Intel et que ce n'était pas eux. Ils dénonçaient en public le faux site qui avait été créé par l'escroc. Si bien entendu, il était créé à l'étranger, on ne pouvait pas le faire fermer dans un délai court. Sinon, s'il est créé en France, on peut s'adresser à des services en particulier? Alors, s'ils font l'erreur de le créer en France, oui, il y a des organismes. Là, il y a aucun problème pour faire fermer rapidement ou faire déférencer auprès des DNS un site Internet si le site est tourné à partir de la France. Si ça m'arrive, je m'adresse à qui? Vous déposez plainte et vous avez également l'organisme de l'AFNIC, vous signalez le site irrégulier qui gère tous les noms de domaine en .fr, qui lui procédera à une démarche d'irrégularité. Ça s'est passé sur la région également. Ce qu'on appelle un man in the middle, c'est un homme dans le milieu. C'est un escroc, donc là encore, social engineering. Ils étaient au courant qu'une administration avait passé un appel d'offres avec un prestataire. Ils étaient au courant, c'était rendu public que les travaux étaient finis. Et là, en fin de compte, ils se sont mis au milieu. Ils ont envoyé un mail au prestataire pour obtenir la facture en se faisant passer pour l'administration. Et après, ils ont contacté l'administration pour envoyer la bonne facture en copie avec une redirection de RIB. Et là, le RIB avait été changé et l'argent était parti. Donc, encore une fois, c'est encore en faisant tout simplement attention aux emails, puisqu'il y avait là encore une fois une différence de typo et on aurait pu arrêter l'escroquerie. Elle a eu lieu. Une des évolutions qui fait très très mal, c'est, et ça vous en entendrez parler, c'est vous avez de plus en plus de ciblage. Le Covid en a montré, hein, vous en avez entendu parler avec le ciblage des hôpitaux, des labos pharmaceutiques, des fabricants de masques. Et en fait, les équipes, il y a une véritable spécialisation des acteurs de la cyber quand on arrive à un haut niveau. On parle carrément de mafia. Vous avez des gens qui vont être spécialisés dans les ransomware, qui vont les créer, ou qui vont faire appel à une équipe qui va être chargée de l'intrusion, de détecter les faiblesses. Donc, ils vont faire les campagnes de phishing jusqu'à ce que ça passe, cibler une personne précise, un acteur. Et après, vous avez un système de rémunération du développeur du logiciel. Alors, ils vont jusqu'à dormir. En gros, ils vont s'introduire sur votre réseau, rester 1 ou 2 mois en écoute, pouvoir récupérer l'architecture de votre réseau pour mieux, en quelque sorte, le bloquer quand ils vont décider l'attaque, récupérer toutes vos données. Vos données, ça serviront à vous faire pression pour vous faire payer la rançon ou alors carrément à les vendre à un prestataire. Sachez qu'ils vont jusqu'à hacker les listes des assurances pour savoir qui sera garanti de payer, puisque l'assurance paiera en cas d'attaque. Voilà. J'ai terminé pour ma partie. Je serai disponible pour toute question ultérieure. Je vous remercie. Alors, je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser des questions via le chat. On parlera de certains verbes qui ont été beaucoup employés aujourd'hui et le verbe cliquer, parce que j'ai l'impression que ça, c'est une des grosses failles. On parle souvent de la faille humaine. On parle dans le cadre d'accident. Ce verbe-là, il me semble très important. Et puis, vous avez noté, enfin, moi, j'ai noté plusieurs fois le mot RIB, qui est, à mon avis, enfin, il y a des petites lumières rouges qui doivent s'allumer dès qu'on voit ce mot-là, en se disant, là, j'arrête. Donc, et on verra aussi qu'il existe des prestataires en Normandie. Alors, je ne vais pas faire la promotion des prestataires parce que j'en oublierai, mais qui travaillent là-dessus et qui peuvent vous accompagner votre entreprise pour essayer de détecter les vulnérabilités qui existent
et puis pour former, pour sensibiliser vos agents, l'ensemble de vos collègues et de vos collaborateurs, pour éviter de cliquer sur des mauvais liens. On accueille tout de suite. Alors, ouais. Dans quelques mois, tout ça, ça sera, j'espère, derrière nous, la Covid. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Corinne Marbach, donc, qui va nous présenter l'entreprise est vulnérable face à ces escroqueries. Corinne. Oui, bonjour. Donc, Corinne Marbach, moi, je suis la déléguée à l'information stratégique et à la sécurité économique et je dépends de Bercy. Donc, moi, je suis sur un volet plus financier, notamment tout ce qui concerne les honorabilités des investisseurs et je travaille beaucoup avec les services de sécurité sur l'accompagnement des entreprises. Donc, dans toute la typographie d'arnaque que l'adjudant Pouchard vous a présentée, on a identifié à chaque fois 3 familles de failles dans les entreprises. Les entreprises sont très vulnérables à 3 niveaux: le niveau organisationnel, le niveau technique et le niveau comportemental. Et on se rend compte que si un minimum de ces 3 familles étaient mises à niveau, on éviterait 90 à 95% des attaques qui sont lancées actuellement. Alors, si on parle d'abord des failles organisationnelles, il faut vraiment déjà commencer par sensibiliser régulièrement le personnel à ce type d'escroquerie. C'est-à-dire que dans l'entreprise, vous allez avoir la personne de l'accueil, vous allez avoir les assistantes de direction et vous allez avoir l'ensemble des services administratifs, notamment financiers. Il faut les informer régulièrement de ce qui existe comme escroquerie et les sensibiliser à la façon dont elles doivent réagir. Aussi bien les personnes en poste que les stagiaires, les nouveaux arrivants, les intérimaires. Là, il faut vraiment que toutes ces tentatives soient connues déjà pour pouvoir être en alerte. Je vois donc, il y a 2 temps, on a une sensibilisation à faire avec, on va dire, les maillons critiques, c'est-à-dire ceux qui se trouvent soit très proches du dirigeant, soit qui se trouvent proches des services finances. Et aussi, je vois le terme nouveaux arrivants, stagiaires, c'est-à-dire, est-ce que on a souvent un livret d'accueil, est-ce que dans un livret d'accueil, il y a des choses à mettre peut-être pour les nouveaux arrivants? Je pense qu'on pourrait éviter un certain nombre d'arnaques si on informait dès l'arrivée les nouveaux arrivants, les intérimaires qui vont être là pour quelques semaines ou quelques mois, afin qu'ils soient en écoute. C'est important. Pourquoi? Parce que effectivement, les escrocs utilisent donc non seulement des escroqueries techniques, on l'a vu via le cyber, mais tout simplement aussi la manipulation, l'ingénierie sociale. Ça peut aller jusqu'à la manipulation mentale. Et pour ça, ils vont vraiment regarder toutes les informations qui circulent. Et donc là, on va passer à la vulnérabilité associée à l'usage des réseaux sociaux, parce que souvent, les escrocs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se dit. Ça va leur permettre déjà de repérer qui fait quoi dans l'entreprise, puisque vous avez des personnes qui racontent leur vie professionnelle sur les réseaux sociaux, le poste qu'elles occupent, les projets sur lesquels elles travaillent, les déplacements qu'elles réalisent. Et puis, ça va permettre aux escrocs d'engranger de l'information. Après, ils pourront aller sur Internet prendre de l'information sur la société. Et j'ai vu certains sites web d'entreprises avec les organigrammes où nous avons non seulement les postes, mais le nom des personnes qui tiennent les postes et les fonctions en entreprise. Donc derrière, on facilite le travail des escrocs qui, d'emblée, savent vers qui il va falloir aller si on veut acter un changement de RIB ou un détournement financier. Alors, ouais, sauf que là, on est confronté à une problématique. Bon, premièrement, l'air du temps, c'est qu'effectivement, les réseaux sociaux existent et ça, c'est un fait. Le fait que chaque personne trace sa vie professionnelle sur des réseaux sociaux spécifiques, ça continuera à exister. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le fait qu'on ait un organigramme avec le nom, le numéro de téléphone, le poste et le mail direct, c'est aussi faciliter la vie de son entreprise et éviter que tout passe par le standard. Moi, typiquement, j'ai plutôt tendance à dire, quand je veux joindre une administration, je suis très heureux de voir l'organigramme avec le numéro de la ligne directe. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été possible pendant un temps. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ce genre
d'étalement, si je puis dire, de nos coordonnées sur le net, parce que ça facilite le travail des escrocs. Je pense que sur un site web, si on met un organigramme de sa société, pourquoi pas, mais on n'est pas obligé d'aller si loin dans la précision. C'est-à-dire que si vous avez besoin de prendre contact avec un commercial, ben vous allez appeler l'entreprise, effectivement, vous obtiendrez la référence du commercial et là, vous l'appellerez. Mais faciliter le travail, vous savez, aujourd'hui, on est confronté à d'autres soucis, puisqu'on se rend compte que sur certaines bases de données, on a des informations extrêmement pointues sur la situation de l'entreprise, les personnes qui sont affectées au poste et toutes ces bases de données où on regroupe toutes ces informations facilitent vraiment le travail des escrocs. Donc, il faut qu'on soit quand même très prudent vis-à-vis de ces sites, de ces réseaux. Alors, on explique, on travaille sur les réseaux sociaux. Aller mettre son profil sur un réseau social professionnel, on n'est peut-être pas obligé non plus d'aller donner toutes les informations des projets sur lesquels on travaille. On peut donner un titre, mais on n'est pas obligé de rentrer dans le détail. Si je dois éviter de mettre sur le site web de mon entreprise certains numéros de téléphone, parce que bon, on sait que, voyez, on parlait des commerciaux, on a intérêt à ce que le commercial rentre directement en contact avec le client. Est-ce qu'il y a des postes spécifiques où on se dit sur ces postes-là, il y a une forte vulnérabilité, attention? Oui, tout ce qui est financier, comptable, on évite de faciliter un accès direct entre l'escroc et la personne qui, il suffit qu'elle soit un peu fragile, subisse une pression, une manipulation mentale, parce qu'on en arrive là, hein, on en a vu quelques cas en région, où la personne a été accompagnée médicalement parlant après l'arnaque, puisqu'elle elle a abouti, parce qu'elle avait subi une vraie pression mentale de la part des escrocs. Donc ça, il faut essayer de se protéger quand même et de protéger ses salariés par rapport à ça. Et puis, les failles organisationnelles que l'on constate le plus, c'est l'absence de procédure déjà. Dans beaucoup d'entreprises, l'absence de procédure dans, par exemple, le montant à partir duquel une double signature, voire une triple signature doit être demandée. Vous avez plein d'entreprises où le comptable, dans l'entreprise, où la personne en charge de la comptabilité peut signer des virements d'un montant conséquent. Donc là, il faut vraiment mettre en place des procédures de signature multiples, notamment pour les paiements internationaux. Et quand on parle de procédure de vérification, c'est quand on reçoit une demande de changement de RIB, par exemple, eh bien, on appelle la société, puisque normalement, c'est une société avec laquelle on a l'habitude de travailler. On appelle son interlocuteur habituel pour lui demander effectivement s'il y a changement de RIB ou pas. Mais ce n'est pas parce que la demande arrive sur votre boîte mail qu'elle est vraie, qu'elle est juste et qu'elle est justifiée. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation et j'interromprai Corinne si des questions touchent sa présentation. Alors, les failles techniques, donc je vais être un petit peu plus rapide là puisque Olivier en a beaucoup parlé. Donc, c'est protéger les postes de travail. Donc, on en revient toujours au même, c'est-à-dire avoir des logiciels et des applicatifs qui soient à jour. Et les modifications doivent être téléchargées sur le site des éditeurs pour être sûr d'éviter toute interception. Il faut avoir donc des antivirus à jour. Il faut avoir des mots de passe robustes. Alors ça, je sais que c'est compliqué puisque on nous demande sans arrêt à tous des mots de passe. Ça peut être compliqué de les retenir. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des logiciels sécurisés qui peuvent retenir les mots de passe. C'est extrêmement important d'avoir un mot de passe complexe qui alterne bien les lettres en minuscules, majuscules, les chiffres et les caractères spéciaux. Alors, par rapport à ça, donc, on a eu un point assez long sur la protection des mots de passe par Jean-François Van der Planck. Deux aspects, une fiche pratique, comment faire un mot de passe robuste et s'en souvenir, parce que je me souviens avoir fait des mots de passe très robustes que j'ai oubliés, et surtout des logiciels spécifiques. Ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de cette présentation, on vous renvoie les liens que nous avait proposés Jean-François la dernière fois. Tout à fait. Et puis, protéger et gérer l'accès au système d'information. Donc là, c'est pareil. Là, on est toujours sur les mots de passe
Et on est aussi sur parfois, enfin moi j'ai quelques entreprises qui ont mis ça en place, c'est-à-dire essayer de cloisonner les espaces qui sont automatiquement liés à Internet des autres pour éviter justement les infections de poste. Alors évidemment, c'est compliqué. Parfois, les salariés sont un peu opposés à cette façon de travailler. Néanmoins, c'est une garantie pour s'assurer qu'on n'aura pas de pénétration trop profonde, en tout cas des attaques qui pourront être lancées. Et alors, la faille comportementale est extrêmement importante aussi. Donc, c'est-à-dire que si on met en place des procédures, si on met en place des techniques qui soient de bon niveau, mais qu'on ne les respecte pas, on voit bien. Donc là, l'humain est quand même le maillon faible. C'est-à-dire que mettre en place des procédures, c'est bien, mais les respecter, c'est encore mieux, malgré la pression de l'escroc qui est en face de vous. Comme je le disais tout de suite, la procédure la plus importante qu'il faut appliquer, c'est exiger une sollicitation écrite via un courriel professionnel et un numéro de téléphone. Donc, il est vrai que quand on reçoit des courriels, après, on en prend l'habitude, mais moi, personnellement, en fonction du contenu du mail, je vérifie toujours qui m'a envoyé le mail parce qu'on voit parfois une petite lettre arriver, un petit I, un petit L qui n'existe pas habituellement et qui là est arrivé. Donc là, tout de suite, attention, je me méfie. Donc, dès qu'on a un mail qui nous semble un peu surprenant ou dont le contenu par rapport à l'expéditeur nous surprend, on vérifie quand même bien l'adresse de l'expéditeur et puis soit on renvoie à partir de son propre carnet d'adresse un message au collègue pour savoir si c'est bien lui qui nous a envoyé le message, soit on l'appelle. Mais il ne faut pas hésiter aujourd'hui à essayer de faire cette confirmation téléphonique quand on connaît les interlocuteurs et quand on doute un peu de la véracité du mail. Alors là, des mails comme ça, j'en reçois énormément. Et je me pose toujours la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois le laisser dans ma boîte? Je le mets dans les indésirables? Je le supprime définitivement? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, Le mail là, qui est avéré, c'est du phishing ou je fais quoi? Pardon? Oui, il faut le signaler. Après, tout dépend de l'organisation interne de l'entreprise. Soit ils peuvent être mis dans les indésirables, soit c'est votre service RSSI qui le récupère pour l'analyser. Tout dépend des procédures qui sont mises en place. D'accord. Donc, plutôt le mettre directement dans les spams et puis prévenir mon service informatique en interne. Alors, dans la continuité de ce que je disais, évidemment, être attentif aux demandes inhabituelles. Et puis surtout, notamment pour les escroqueries financières qui passent par des mails et des appels téléphoniques, redoubler de vigilance sur les périodes de congé, les débuts de week-end, les veilles de fériés, puisque c'est souvent à cette période-là que l'escroc va tenter de faire aboutir l'escroquerie, parce que dès que l'argent va être viré, le temps que le chef d'entreprise soit informé déjà de son comptable qu'il y a eu une transaction qui est un peu surprenante, eh bien, quand le lundi ou le mardi, il en prendra connaissance, l'argent sera déjà parti un peu loin. Donc, quand on a ce genre de demande, les veilles de congé ou de week-end, on est quand même encore plus vigilant que le reste de l'année, sachant que quand on est sollicité soi-disant par son chef d'entreprise qui est en déplacement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller poser la question à d'autres collègues dans l'entreprise qui connaissent peut-être le chef d'entreprise un peu mieux pour s'assurer qu'il est bien en déplacement et à la limite le contacter directement pour avoir confirmation que c'est bien lui qui a demandé cette transaction. Alors, les dispositifs qui ont permis de déjouer les tentatives de fraude en 2019, 51% des fraudes ont été repoussées, déjouées grâce à la réaction humaine, mais personnelle. Ça veut dire que l'entreprise a eu la chance que l'escroquerie atterrisse sur une personne qui était un petit peu alertée. 32% ont été écartés parce qu'il y avait des procédures de contrôle interne qui étaient mises en place et 17% parce qu'il y avait des dispositifs techniques. Si je vous donne ce chiffre, c'est pour vous montrer que quand vous allez vouloir monter en compétence sur les 3 sujets, ça ne sert à rien d'être très, très bon, par exemple, dans la technique ou très, très bon dans le contrôle interne
si vous n'avez rien fait sur la sensibilisation des salariés. Il faut arriver à monter les 3 domaines en compétences en même temps pour avoir un bon niveau de protection. Donc, réaction humaine personnelle, ça, c'est la sensibilisation des collaborateurs. Oui. Procédure de contrôle interne, ça va être toutes les procédures dont on a parlé, qu'on met en place, double signature. C'est quoi les dispositifs techniques? Ben, c'est pareil, c'est-à-dire mettre en place dans l'entreprise tous les éléments dont on vient de parler, c'est-à-dire des antifeux, des pare-feux, des logiciels, des antivirus, des mots de passe robustes, etc. Il faut arriver à monter en compétence sur tous ces sujets en même temps dans l'entreprise. Alors, je ne dis pas que quand vous serez à 100% partout, il ne vous arrivera rien, puisque tu l'as dit tout à l'heure en introduction, la question n'est pas de savoir si on sera attaqué, mais quand. Parce qu'il faut savoir qu'un escroc qui vous a ciblé, donc là, on est déjà sur de la belle escroquerie, mais à partir du moment où vous êtes ciblé, vous allez avoir en face de vous des hackers de très haut niveau qui trouveront une faille. Ça leur prendra du temps, mais ils la trouveront. Néanmoins, beaucoup d'escroqueries aujourd'hui sont faites sur un ciblage général et donc elles peuvent être évitées en montant en compétence sur ces 3 vulnérabilités-là. Il y a un fait déclenchant, c'est-à-dire si je reçois un mail, alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais si je reçois un mail et que je ne clique pas, a priori, je n'ai pas de risque. Ou il peut y avoir un certain niveau de complexité dans ce que le hacker a mis en place, qui, même si le mail s'ouvre directement, je suis infecté. Est-ce qu'il y a ces choses-là où il faut cliquer nécessairement? Parce que ce verbe-là, il me paraît important. Vous l'avez répété plusieurs fois. J'ai l'impression que si on clique, c'est là que les choses peuvent se produire. Voilà, tout à fait. C'est lorsqu'il y a un clic qu'on va déclencher l'opération. Et donc, il faut avoir ça en tête. Nous, dans nos services, on l'appelle le clic du con. Ça nous arrive à nous-mêmes hein, de pouvoir cliquer, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est le clic, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, un matin, trop pressé, et on va faire le mauvais clic qui peut avoir des conséquences désastreuses dans l'entreprise. Alors, les investissements prioritaires à réaliser, on vient de le dire. Donc, sensibiliser les salariés. Je rappelle que les services de l'État sont à la disposition des entreprises, des EPCI, des associations de filières et autres pour sensibiliser les salariés gratuitement. Donc, ce sont les services de la sécurité intérieure, de la gendarmerie. Ça peut être le délégué à la sécurité numérique, Jean-François Van der Planck, et les 210 de la région. Ensuite, il faut penser à faire des audits pour renforcer les procédures de contrôle interne. À ce titre, donc, effectivement, la région peut vous accompagner. Dans le cadre de l'impulsion conseil, si vous mettez en place un audit cybersécurité, la région peut vous apporter une subvention à hauteur de 50% de la dépense, plafonnée à 15 000 €. Donc, je vous invite, alors en amont, bien évidemment, de votre audit, mais si vous êtes amené à lancer un audit cyber, prenez contact avec les services de l'Agence de développement pour la Normandie pour bénéficier d'un accompagnement financier. Donc voilà, donc pour les 2 audits, voilà, donc que ce soit des procédures de contrôle interne ou les systèmes d'information, donc la région et l'agence peuvent vous accompagner. Moi, sensibiliser mes salariés, les services de l'État. Alors, les services de l'État, j'appelle qui? Alors, on a un slide tout à D'accord. l'heure sur la fin, justement, où la région vous accompagne, les services de l'État en région vous accompagnent et on a mis les coordonnées. Voilà. Voilà, et je vais laisser la place. Alors maintenant, on arrive au mauvais moment, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Quelle réaction on doit avoir en cas d'escroquerie? C'est-à-dire, vous avez été victime d'une escroquerie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à mon avis, il y a le terme réaction, donc il faut aller vite, mais il faut faire quoi? Bonjour. Bonjour. Donc, je me présente, Raphaël Lecoq. Donc, je suis expert judiciaire près de la Cour d'appel de Caen et aussi donc responsable sécurité du système d'information dans une PME de la région. Donc, comment agir rapidement et respecter les recommandations les plus courantes? Je vais développer 2 thèmes. Comment agir et comment et où porter plainte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout premier lieu, c'est qu'il faut vous préparer à ce genre de faits. À savoir que vous ayez déjà une cellule de crise et pas vous dire que lorsque ça vous arrive, qu'est-ce que je fais? Comment fait-on? Qui on contacte qui? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que votre cellule soit déjà prête. Ça va éviter de perdre du temps. Parce que vous allez voir, ce qui est très important, c'est le temps.
Alors, sur les extorsions de fonds, donc évidemment, on va parler de virements qui sont exécutés. Donc, il faut agir le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que si vous apercevez d'un dysfonctionnement dans votre système, tout de suite, vous déclenchez votre cellule de crise, ce qui va vous permettre de gagner du temps. Le fait de savoir, par exemple, sur un virement en Europe, de mémoire, ça doit prendre 2 jours. Un virement hors devise euro, ça doit prendre un minimum 4 à 5 jours. Donc, le plus vite vous réagissez, plus vite vous pourrez faire des choses. Du style, demander le blocage des coordonnées bancaires qui sont frauduleuses. Je lis en même temps, excusez-moi. Si le paiement n'est pas encore intervenu, évidemment, le suspendre. Et s'il est déjà intervenu et qu'on est dans les délais, on peut encore le bloquer. Pourquoi je prends contact avec ma banque? La banque. Et alors, sur les grandes sociétés, vous pouvez aussi avoir donc, des processus métiers, donc des logiciels qui dialoguent directement avec votre banque. Donc, tout de suite, le premier interlocuteur, c'est votre banque. Donc, première étape, si je constate une escroquerie, ça va être je bloque le virement, j'essaie de le suspendre, et donc c'est un dialogue soit avec ma banque, soit avec mon logiciel métier fait le travail. Voilà. Alors, je vais aller un peu plus loin. La première étape, c'est votre cellule de crise. Il faut que vous en ayez une. On en reparlera. Effectivement, la notion de cellule de crise, ça c'est un sujet un peu plus vaste. Je pense que la grande majorité des organisations de taille intermédiaire ou de petites organisations n'en disposent pas. Les grandes structures et organisations qui sont confrontées à un risque systémique disposent d'une cellule de crise. Je ne suis pas certain que la plupart des organisations en aient. Ça peut faire l'objet d'un webinaire spécifique. Voilà. Mais quelle que soit la taille de l'entreprise, je vous conseille de savoir quoi faire. Ne pas arriver sur le jour où ça vous arrive. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Je suis perdu. Il faut absolument que vous ayez savoir quoi faire. Ensuite, donc, si vous êtes victime suite à une cyberattaque de l'escroquerie, donc ce qu'il faudrait faire, les bonnes pratiques, c'est que si vous arrivez à identifier l'ordinateur qui a été infecté ou qui a déclenché le problème, c'est de le déconnecter du réseau. Ne surtout pas le couper. On va essayer de garder la preuve vivante, entre guillemets. Donc, il faut que vous arriviez à le déconnecter simplement du réseau. Alors, on pense souvent au filaire, mais aujourd'hui, dans les entreprises, on sait aussi qu'il y a le Wi-Fi. Et ça, on oublie quelquefois que le Wi-Fi, ça fait partie du réseau. Donc, bien penser à couper réseau, filaire et Wi-Fi. Sur les appareils qui n'ont pas été contaminés, vous pouvez les éteindre, mais en cas de doute, même principe, vous le coupez du réseau. Si vous recevez du chantage par téléphone, si vous voulez dire ils vous ont bloqué votre système, si vous voulez récupérer votre argent, téléphonez à tel numéro, surtout ne le faites pas. Et pareil, si on vous demande de répondre par email, ne pas répondre. Et évidemment, si vous voyez sur votre écran des fenêtres qui s'affichent, vous demandant cliquez ici pour annuler le virement, je ne sais pas, des choses comme ça, surtout ne le faites pas. Et dans ce même temps de contrôle, il est conseillé donc de contacter son service informatique quand vous en avez un, ou alors, donc, si vous n'en avez pas, de contacter votre prestataire. Ce point-là, c'est du vécu. J'ai appris après coup qu'un de mes collaborateurs avait fait semblant de travailler pendant une semaine puisque le responsable informatique était en vacances. Son poste était infecté, c'est vrai. Son poste était infecté. Il a attendu le retour du responsable informatique pour lui dire discrètement et pour que ça ne vienne pas à mes oreilles. Ce que m'a dit le responsable informatique, c'est que durant ce laps de temps, quelqu'un aurait pu intervenir. Surtout, je pense que ça, c'est un message à passer à vos collaborateurs. Ils sont victimes. À partir du moment où ils sont victimes, il faut qu'ils aillent immédiatement prévenir, même si le responsable informatique n'est pas là, le manager, prévenir au sein de l'organisation. Ils ne sont pas forcément responsables de cette erreur. Ils ont peut-être cliqué. Ça, on peut tous faire cette erreur-là. Mais surtout, on parle de réaction. Ça a duré une semaine, ce dont je vous parle. Et ça a eu des conséquences après sur l'ensemble de l'infrastructure. Parce que la personne s'est dit, je ne suis pas victime. En fait, c'est moi qui ai causé un problème dans le système informatique de mon organisation et je ne veux surtout pas en parler. Donc, évitez ça et positionnez-vous comme victime. Et vous, en tant que manager, expliquez bien à vos collaborateurs que si ça leur arrive, il vaut mieux qu'ils vous le disent le plus rapidement possible. Ce ne sera pas problématique. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en tant que RSSI, c'est la même chose. Moi, je préfère qu'on m'informe de l'incident. D'abord, j'ai cliqué, comme on disait tout à l'heure, le clic du pont. J'ai cliqué, même si je me suis aperçu que j'ai fait l'erreur, je préviens mon service informatique. Vous allez moins vous faire, entre guillemets, rouspéter que si on s'aperçoit par la suite, comme vous disiez tout de suite, une semaine après, qu'il y a eu problème. Plus vite on réagit, plus vite on arrive à contrer l'incident. Bon, malheureusement, la plainte, l'escroquerie a été réalisée et donc maintenant, il va falloir aller porter plainte. Donc, on estime que, enfin, deux types de fraude. On a la fraude qui est inférieure à 10 000 euros et on peut s'y attendre, la fraude supérieure à 10 000. Donc, en cas de fraude inférieure à 10 000 euros, on va contacter ce commissariat ou gendarmerie, l'approche du domicile de la société. Et il est conseillé de remplir la pré-plainte sur le site qui s'affiche pré-plainte-en-ligne.gouv.fr, qui va vous permettre de pré-remplir votre plainte pour la faire signer automatiquement donc dans le service adapté. On vous enverra bien évidemment le diaporama avec tous les liens. Mais qui porte plainte dans l'entreprise? C'est le dirigeant. Le Le représentant légal, pardon, plus exactement. On peut s'y attendre. Si c'est une fraude supérieure à 10 000, on va entrer dans plus de problématiques. On peut toujours porter plainte au commissariat ou gendarmerie de son domicile, mais on peut aussi aller directement auprès du procureur de la République, du tribunal judiciaire. Pareil, du domicile de la société. Pareil, alors là, il est conseillé, si on vous porte plainte auprès du procureur de la République, de le faire par courrier recommandé, ce qui va vous permettre d'avoir en réception tout de suite votre numéro de dossier, plutôt que d'aller le déposer vous-même sur place. Ensuite, concernant la gendarmerie, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec Olivier, qu'on vient de voir, dans la région. Donc, ils font partie ils ont un service, les NTEC et les CNTEC, qui peuvent vous aider donc aussi sur savoir comment porter plainte, évidemment. Donc, c'est une section qui est spécialisée et qui peut répondre à ces problématiques spécifiques cyber. Voilà. L'avantage de faire appel à eux aussi, c'est qu'ils pourront vous dire, ils ne pourront peut-être pas tout vous dire, mais ils vont savoir si c'est une escroquerie déjà bien connue, comment on peut y remédier. C'est nouveau et ça peut être intéressant aussi de savoir vraiment, d'avoir dans les statistiques qu'est-ce qui remonte le plus souvent. Alors là, un peu plus complexe, les éléments à rassembler. Donc là, il faut un maximum d'informations. Ce qui est important, c'est de trouver la preuve de l'escroquerie, donc de garder un maximum d'informations possible. Donc, faut évidemment, la première étape, alors je rappelle qu'on est dans le cadre où l'escroquerie a eu lieu. Vous êtes aperçu que l'escroquerie a eu lieu. Donc, c'est de constater comment l'escroquerie a eu lieu. Si c'est par Internet, le clic, un email reçu, toute usurpation d'identité, des choses, essayer de constater comment l'escroquerie a eu lieu. Évidemment, le montant de la fraude et les références, s'il y a eu des transferts de fonds via des RIB ou autre type de transfert. Retracer une chronologie des faits, donc d'avoir tous les contacts téléphoniques possibles. Et aussi, donc, si c'est par email, alors on voit, nous, en tant qu'utilisateur, on voit un email traditionnel, on arrive à lire qui nous l'a envoyé, potentiellement. L'objet, le corps du texte, on voit tout ça. Mais derrière ça, il y a toute une technique d'email. Donc, il faut qu'on arrive à récupérer ce qu'on appelle l'entête technique du mail, ce qui va potentiellement nous permettre de savoir d'où il est parti et qui l'a envoyé exactement. Donc, pour répondre à ma question de tout à l'heure, il vaut mieux éviter d'effacer ces emails. Pour moi, il est conseillé de les garder, tout à fait. Donc ça, alors, la liste de ces points-là, ça peut faire aussi partie, on parlait tout à l'heure de process à mettre, de procédures à mettre en place dans des organisations, dans des entreprises. Parmi les procédures, il y a la procédure au cas où ça arrive. C'est bien d'en avoir une et de savoir immédiatement quelles pièces rassembler. Tout à fait, on est d'accord. Ensuite, essayez de fournir le maximum de documents que vous pouvez constater. S'il y a des contrats qui ont été établis, parce que quelquefois, ça va jusqu'au contrat même signé du dirigeant, les impressions écran, tout moyen, toute preuve bonne à prendre pour retrouver après les sources. Donc, voilà. Bon, le plus dur, voilà, c'est d'essayer de conserver et de retrouver les preuves. Donc, pour ça, vous pouvez aussi vous faire aider
par les NTEC, les CNTEC ou même des experts ou de l'ANSSI. Si vous avez des doutes, faites-vous aider sur la recherche de la preuve. C'est très important. Alors, on parle, c'est des termes que j'aime pas trop, mais il faut bien définir des cas graves et des cas normaux, entre guillemets. Je sais que toute entreprise qui se fait arnaquer est un cas grave, hein, évidemment, pour elle. Mais pour les cas les plus graves, on a la Gendarmerie nationale avec la lutte contre la criminalité numérique, le C3N, et aussi la police nationale qui sont donc basées à Paris. Et donc, comme on expliquait, pour les cas de normalité, alors c'est compliqué à définir la normalité dans une escroquerie, mais dans les cas les moins graves, donc on a bien la gendarmerie, les gendarmes spécialisés, et la police qui peut vous aider dans les dossiers. Je m'adresse d'abord en proximité au service et qui m'oriente vers la gendarmerie nationale ou la Tout à police fait. nationale. C'est plutôt Ouais. dans ce cadre-là. Voilà. Il vaut mieux partir de. Alors, je sais que, comme je le répète, que quand vous faites escroquer, vous sentez que c'est grave pour vous, évidemment. Mais passez d'abord par les centres régionaux avant d'attaquer directement au national, parce que le centre régional va pouvoir déjà bien cibler la fraude. Donc voilà, pour moi, si j'ai terminé, on vous a préparé quelques informations, parce que vous n'êtes pas seul en région, pour vous aider pour la plainte, pour la sensibilisation de tout à l'heure et pour tout ce qui est donc arnaque. Donc il y a toute cette liste-là. On a oublié de mettre le territoire de la ancienne Haute-Normandie, qui a aussi une adresse email, mais on va le rajouter sur le On complétera ça on complétera. sur les slides qu'on va vous envoyer. On vous l'a dit, hein, l'ensemble. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez poser des questions sur le chat, sur le forum de discussion, et nous y répondrons. Bon, là, on arrive au bout de l'heure qu'on s'était fixé. Ce que je vous propose, moi, c'est, au-delà des questions, c'est de vous envoyer l'ensemble des documents, puisque vous aurez des liens. De vous poser par rapport à cette question, et je pense qu'on a parlé de maillons critiques. On a bien identifié sur les escroqueries financières, comme son nom l'indique, les services financiers, mais vous avez parlé aussi de personnes qui sont très, très importantes dans un circuit, que sont l'accueil, que sont les assistants de direction, qui ont accès à un certain nombre d'informations, et notamment aux agendas, à des numéros de téléphone, qui sont considérés en interne comme des tiers de confiance. À partir du moment où je suis contacté par l'assistant de direction, je suis en confiance. Et si elle me remet un appel téléphonique ou me transfère un mail, j'ai confiance. Donc, je pense que si dans votre organisation, vous devez sensibiliser des personnes, alors, concernant les clics, c'est l'ensemble de l'organisation, mais concernant des transmissions d'informations, ce que j'en ai compris, c'est ces maillons critiques. Alors, chaque entreprise est différente et c'est à vous, je pense, d'identifier ces maillons-là. Alors, pour ça, faites-vous accompagner. On a des spécialistes, c'est-à-dire des entreprises qui sont spécialisées soit dans la sensibilisation des collaborateurs, soit qui peuvent sensibiliser aussi vos services informatiques, parce que au-delà de tous les aspects, on va dire, humains, on a quand même des aspects techniques et parfois, notre entreprise ne dispose pas d'un service informatique qui a toute la connaissance. Donc, faites-vous accompagner. Et pour cela, le point de base, c'est de réaliser un audit. Si vous réalisez un audit, je vous le rappelle, vous pouvez faire appel à des aides de la région via l'Agence de développement pour la Normandie, une impulsion conseil qui va vous accompagner via une subvention donc, qui diminuera de moitié un audit plafonné à 15 000 €. Mais je pense que dans un premier temps, c'est peut-être une chose à faire. Et surtout, sensibiliser vos collaborateurs. Le verbe dont on a parlé tout à l'heure, c'est le verbe cliquer. Donc, soyez en alerte à partir du moment où on vous demande un RIB, à partir du moment où on vous demande de faire une opération inhabituelle, et faites-vous accompagner par des spécialistes en région. Alors, on a un certain nombre de prestataires qui sont en train de se faire labelliser par les services de l'ANSSI, et on essaiera d'organiser, nous, dans un futur proche, une rencontre entre des entreprises et puis des offreurs de solutions, parce que on a trois objectifs dans ce sujet-là. C'est de sensibiliser les entreprises, donc via des webinaires notamment avec des experts,
de vous accompagner financièrement pour que vous puissiez réaliser ces audits et aussi de vous mettre en relation, c'est-à-dire que vous puissiez trouver en proximité un prestataire qui puisse vous accompagner parce que lorsqu'on subit une attaque, on aime bien aussi que la personne qui vient nous aider soit en proximité, même si tout ça, ça passe par le numérique. Ça rend les choses plus simples et puis ça permet aussi à ces prestataires de venir voir votre infrastructure parce que là aussi, il y a des aspects techniques qui doivent être vus physiquement. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vois qu'on n'a plus de questions. Elles ont été posées durant la présentation. Merci beaucoup pour cette séquence consacrée aux cyberescroqueries. Si vous aviez un conseil à donner. Protégez-vous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.